you are welcome to this Congress on Syria. And we will have the occasion to speak about Syria before the war, what caused this war, and what are the consequences of this war. Syria before the war was one of the countries in the Middle East which had the most freedom that we could imagine in the Middle East, especially compared to other countries around it. One of the first parliament and freedom selection which was done before 1950. And the representation of women in the parliament was also respected in time being, before all other countries in the Middle East. The message of the Syrian population we met on the ground last week is help us to stop this war. We count on each individual person. Don't underestimate your effort on anything, any action, any comments on Facebook or social media, any share of articles can change something. If each one of you change the opinion of 5, seriously changing the opinion, if this 5 change the opinion of other 5 each, can you imagine the multiple effect that could do? Don't underestimate any individual action. And they are ready, the imperialism and the Zionism are ready to continue this war 10 years and 10 years. Iraq didn't stop. Now it's 13 years of war and it didn't stop. So they are ready to let this war continue. And its effect, it's on us. Here we are in Europe. So the immediate action is very important on all levels. La première fois que j'étais en Syrie, c'était en 2003. J'étais là en passage, de passage. J'étais pas là de manière officielle puisque je revenais d'Irak. D'Irak où j'avais été pendant 3 semaines à ce qu'on appelait un bouclier humain, un human shield. C'était déjà les Américains qui menaçaient de bombarder un pays sous de fausses bonnes raisons, uniquement pour s'accaparer sa situation géographique, sa situation stratégique, son pétrole. Les 2 jours, je me suis retrouvé un peu perdu dans Damas, et je n'avais là pas d'escorte officielle, personne pour me protéger. Eh bien, je me suis retrouvé au milieu d'une ville tranquille, qui n'était pas en guerre, où la paix, la sécurité et la tolérance semblaient régner. Je voyais des gens de toute confession qui se promenaient les uns à côté des autres, qui vivaient les uns à côté des autres. Mais il y avait déjà, dans tous les commerces de la vieille ville, je voyais des affiches de ce qu'on appelle la Mokawama, la résistance. À l'époque, les Syriens, une grande partie de la population syrienne, soutenait la résistance, c'est-à-dire le Hezbollah. Ça, je pense que ça a été le premier de leurs crimes, entre guillemets. C'est là où, évidemment, pour les puissances impérialistes, cela devenait impensable, insoutenable, inconcevable de garder un pays où une grande partie de la population non seulement était anti-impérialiste, mais en plus voulait garder sa souveraineté. Parce que dans toutes les raisons que l'on a dit là tantôt, une des raisons, je pense, principales pour lesquelles les grandes puissances impérialistes veulent détruire la Syrie, c'est parce que c'est un pays qui a toujours voulu garder sa souveraineté. Et malheureusement, dans notre monde, pour garder sa souveraineté, il y a un prix à payer. Et 10 ans après, quand je suis revenu pour la première fois en 2014 à Damas, cette ville qui était en paix, eh bien, on entendait 10 fois par jour des obus de mortier qui tombaient. Le tir de mortier, c'est le terrorisme des lâches. Parce que vous tirez sur une ville avec une très dense population civile et vous ne savez pas où l'obus de mortier va tomber. Et vous pouvez tuer des civils, des enfants, des femmes. Mais malgré cela, quand j'y étais en 2014, j'ai quand même vu toujours cette communauté nationale syrienne composée de chrétiens, de sunnites, de chiites, d'alaouites et d'autres qui résistaient. Si tous ces gens sont unis, si tous ces gens
peuvent, malgré la terreur, malgré la violence, malgré la guerre, et même parfois malgré l'envie qu'on peut avoir de prendre sa revanche sur l'autre, si tous ces gens vivent toujours ensemble, c'est parce qu'ils ont mis au-dessus de tout ce qu'on appelle la patrie. Et chaque fois que nous avons parlé avec des Syriens, qu'ils soient militaires ou civils, c'est ce qui revenait. C'était la patrie, la Syrie, au-dessus de quelque chose, au-dessus de tout. Et ça, en tant qu'Européen, évidemment, je suis particulièrement jaloux, parce qu'en Europe, les pays européens, que ça veut encore dire le mot patrie. Et lorsque nous rencontrions des soldats syriens, évidemment, eux nous disaient qu'ils se battent pour la Syrie, c'est bien certain, mais nous leur disons qu'en fait, même s'ils ne le savaient pas, ils sont aussi l'avant-garde de l'Europe. Parce qu'il y a 5 ans, lorsque nous étions en Belgique les seuls à dire « attention, ce qui se passe en Syrie est dangereux, attention, il faut soutenir le gouvernement légal syrien », plein de gens, y compris dans notre camp, nous disaient « est-ce bien notre guerre ?» Eh bien, depuis les attentats de Paris et à Bruxelles depuis le 22 mars, tout le monde a bien compris que c'est notre guerre. C'est un combat prioritaire parce que c'est un combat aussi pour protéger l'Europe, aussi pour protéger des valeurs qui sont communes à l'Europe et à la population syrienne. Et nous pensons, et il faut le dire maintenant, parce qu'il faut aussi parler de politique, bien entendu, je sais bien que le président du Parlement européen n'aime pas que des députés de l'opposition parlent de politique, mais on va quand même le faire un peu. Et il faut dire en 4 points que la seule solution pour protéger l'Europe du terrorisme, c'est d'abord que les pays européens reconnaissent le gouvernement légal de Syrie. Et collabore avec le gouvernement syrien dans le cadre des services de renseignement. Que l'Europe sanctionne tous les États qui supportent le terrorisme. Je pense bien évidemment à l'Arabie Saoudite, je pense bien évidemment au Qatar et je pense bien évidemment à la Turquie. Il faut que nous fassions tout notre possible pour réinformer l'opinion publique internationale. Il faut enfin que l'Europe, avec la Russie, redevienne une force politique, économique et militaire. Il faut que chaque fois que les Américains envoient un porte-avions quelque part, eh bien c'est dans notre intérêt que dans la semaine qui suit, il y ait aussi des bâtiments de guerre russes, et j'espère un jour des bâtiments de guerre européens pour contrebalancer l'impérialisme américain. C'est la seule solution, à mon sens, pour qu'un jour, Damas, mais aussi Bruxelles et Paris, parce que quand je suis parti pour le voyage la semaine passée, quand je suis rentré dans l'aéroport de Bruxelles National, j'avais l'impression d'être au Moyen-Orient. S'il y avait plus de militaires et de soldats qu'à l'aéroport de Beyrouth. Et croyez-moi, à l'époque, à l'aéroport de Beyrouth, c'est pas s'il manquait. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de guerre. Parce que ceux qui vous disent que la cellule qui a fait les attentats de Paris et de Bruxelles est détruite, d'abord, je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi détruite, mais il y en a plein d'autres de cellules dormantes qui attendent un ordre, ou qui attendent simplement qu'une autre cellule fasse un attentat, et ce qui déclenche elle-même la mise en branle de l'autre cellule, et ainsi de suite. Donc ici, c'est la guerre a commencé, et donc la seule manière de retrouver la paix, évidemment à Damas, à Bruxelles et à Paris, c'est de prendre les mesures politiques que je viens de dire. Parce que ce sera la seule solution. La seule solution pour arrêter des dizaines de milliers de morts en Syrie, la seule solution pour arrêter l'immigration de masse qui arrive ici, et la seule solution pour protéger nos citoyens. Parce que, au-delà des grandes valeurs, des grands mots, etc., c'est ça le but d'hommes et de femmes politiques, c'est de protéger ses citoyens. Et les traîtres, les corrompus, les vendus aux États-Unis qui ne le font plus, eh bien, nous devons les pousser à refaire leur job. Et s'ils ne font pas leur job, c'est un jour faire leur job à leur place. Why are 3, 4, 5 European politicians going to Syria? All other parties, all other politicians have had their briefing, have watched the news, have received information maybe from a friendly source in Syria, but no one is gone to Syria. I have to say that this is a sort of old way of doing politics.
if there is something happening somewhere in the world that touches Europe, Germany, Italy, we have the duty to go there, check and see what's happening. And this is what we did. We went there. For me, this is the third time I go there. We do the second one, but we took care in actually seeing what the situation is. Because we are the eyes not just of our parties, we are the eyes of Europe. And people speaking to us, they know that we are going to tell them the truth, and we are going to tell them on the basis of what we have seen, what should be done. The Syrian Mufti of Damascus said one very clear sentence. When you see a mosque opening in Europe with Saudi money, that is a time bomb. The problem with our intelligence, it is NATO intelligence. And in NATO, we have Turkey. Turkey, from what we understand, is a friend of the Islamic State. So how can we, as Italians, Germans, French, Belgians, think that our intelligence is safe when our official friends are the Turks? We have a problem of refugees in Syria. The Syrians are saying, yes, we can sort it out, and we are seeing that they are sorting it out, but we're giving them to the enemies, to the Turks. Absurd, crazy. We are fighting a war that is silent still in Europe. Well, it wasn't silent a few weeks ago in Brussels or more weeks ago in Paris, but it's still silent because our enemy is organizing. It's a fact, unfortunately. Yeah, you have a seat. Question pour Monsieur l'ambassadeur. Quand nous avons eu les attentats en France et puis à Bruxelles, les médias se sont toujours empressés d'essayer de faire un amalgame avec le Hezbollah. C'est-à-dire qu'ils vous parlent des terroristes et puis ils vous montrent quelqu'un du Hezbollah. Et je crois qu'il y a beaucoup d'Européens qui n'arrivent pas à faire la distinction. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle du Hezbollah dans cette guerre? Merci. C'est une question qui prend beaucoup de temps, hein. Mais en bref, bien sûr, Hezbollah c'est une résistance libanaise qui a protégé le sud de Liban et bien sûr, quand elle est impliquée, le parti dans l'affaire de la Syrie, c'est pour deux raisons. Premièrement, bien sûr, parce qu'ils sont conscients de ce qui se passe en Syrie, que c'est le terrorisme. Deuxièmement, c'est le terrorisme qui a abattu la Syrie, il va arriver au Liban. Au lieu d'attendre que le terrorisme arrive au Liban et il lui arrive la même chose, eux, ils ont pris cette initiative et ils étaient impliqués dans la guerre pour vraiment protéger eux-mêmes et protéger aussi, de donner un coup de main pour les Syriens. C'est bon? Il est important que les gens en Europe fassent la distinction. Oui, les gens ce ne sont pas les terroristes, le Hezbollah. Oui, les gens ils parlent de Hezbollah parce que vous savez, ici en Europe, et moi j'ai dit ça malheureusement, que l'opinion publique européenne est influencée par les médias. Pour ça, on a parlé des médias alternatifs qui éclairent exactement. Hezbollah, ce n'est pas un parti terroriste, c'est le contraire, c'est une résistance et tout le monde connaît que c'est résistance. Mais comme maintenant ils ont parlé d'éliminer aussi la résistance, c'est-à-dire c'était le prochain pas, c'est pour Hezbollah. Pour ça, il a pris des mesures de précaution avant qu'il arrive ça. Pour les Européens, est-ce que quand on dit quelqu'un qu'il est terroriste, qu'est-ce qu'il fait les terroristes? Les terroristes, quand on a vu ce qui s'est passé ici à Bruxelles, par exemple, c'est des actes terroristes. Est-ce que Hezbollah a fait des choses pareilles? C'est le contraire. Hezbollah, seulement, il a fait une autodéfense, il défend son peuple, il est entré dans la guerre pour se protéger. I can just add my personal experience. Two things. When I came for the first time in Syria, 2010, well, it was for me, to say it in two words, a cultural shock to see society
in the so big harmony. I saw with my own eyes how that so-called popular revolution started in our village, Kara. Friday evening, 2011, we passed the central mosque. For the first time, we saw maybe 10 guys making trouble and crying against Syria, against the president, and making photos. There are people from outside, not Syrians, who coming here to make troubles, and they invite our young people to join them and to make pictures. And they are paid for the pictures. They say that there are pictures for Al Jazeera. And Al Jazeera was sending those pictures all over the world to say how all Syrian is in revolution against the president and against the government. And it was not at all a popular, non-armed popular revolution. It was really organized to kill, especially the soldiers. And everybody has to make that choice, or we are standing at the side of the innocent victims, or we are standing at the side of the murderers. Il est évident qu'au départ, c'était fourni par les services de renseignement, les services secrets saoudiens et occidentaux. Après, c'est venu de manière beaucoup plus gouvernementale, c'est-à-dire qu'on a par exemple fourni des missiles anti-chars Milan. Ça ne peut être que le gouvernement français qui ait donné ça. On a fourni des missiles anti-chars TOW, ça ne peut être que le gouvernement américain. Et si ce n'est pas directement le gouvernement américain, ils ont vendu des centaines de missiles à l'Arabie Saoudite qui les a donnés aux rebelles. Et il y a une petite anecdote, quelque chose qui est connu pour vous dire à quel point on manipule tous ces groupes. C'est qu'un groupe rebelle modéré, vous savez, les modérés, c'est ceux qui tuent poliment. Et donc les groupes modérés ont reçu un groupe modéré, de rebelles a reçu des missiles TOW des Américains. À un certain moment, manifestement, ils n'ont plus obéi aux consignes de leur maître. Et quelques semaines après, l'aviation américaine a trouvé l'endroit où ils stockaient, où était leur état-major, où ils stockaient leurs munitions. Pourquoi? Parce que les Américains avaient mis des puces électroniques dans les missiles qui permettaient de pouvoir les suivre. C'est un petit exemple comment les Américains utilisent presque tout le monde dans cette histoire, les manipulent et les détruisent s'il faut. Mais il est évident qu'aujourd'hui, ces armes, au début c'était peut-être des trafiquants d'armes, c'était peut-être des services secrets, mais maintenant c'est une aide gouvernementale ouverte, franche, et une partie de l'aide qui, soi-disant, allait aux Kurdes pour se battre contre ISIS, allait directement aux groupes terroristes et en particulier à Daesh. Je représente un des principaux médias alternatifs en France, et justement par rapport à la question du député qui est à côté de moi, et au souhait émis par M. Lado de voir des médias alternatifs défendre la position syrienne, ma question c'est surtout comment disposer rapidement de la contre-information. Parce qu'aujourd'hui on est dans un besoin d'urgence. Lorsqu'il y a une désinformation, il nous faut dans les 24 heures à peu près être en mesure de donner une réplique. Et pour nous, la plus grande difficulté, c'est ça, c'est de trouver une source de réplique rapide qui fournisse tout le contre-argumentaire. Alors bien sûr, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, je consulte l'agence Sana, mais ce sont des communiqués très stricts, très froids, qui ne permettent pas d'être une véritable source de contre-argumentaire ou de réplique rapide. Pour les médias alternatifs, je pense que c'est ça notre principal besoin, c'est d'avoir un contact qui nous fournisse vraiment des éléments en toute urgence, parce qu'on est dans un besoin de travailler dans les 24 heures d'une désinformation. Le problème, c'est comment on peut nous encourager, les Européens, de regarder de plus les médias alternatifs pour avoir la réponse et la réalité. Deuxièmement, j'aime bien de rester en contact avec vous, monsieur, pour voir s'il y a la possibilité, comme vous avez dit, s'il y a des ressources qui peuvent vraiment
fournir des choses rapides et qui répondent à vos besoins. Pourquoi la Syrie a été visée? Pourquoi la Syrie était la cible des pays, surtout des pays régionaux comme l'Arabie Saoudite, la Turquie et Qatar et quelques pays occidentaux? La Syrie avait initié un processus de réforme et de développement dans tous les domaines et a continué son processus après la crise. C'est ainsi que de nouvelles lois ont été votées, d'autres lois ont été modifiées. Des centaines de décrets aussi ont émis. Ces réformes et tout ce qu'on a fait, c'est viser à améliorer le niveau de vie du citoyen syrien. La Syrie est un pays laïque et tous les citoyens sont égaux devant elle et ce sans distinction confessionnelle, ethnique ou autre, et garantit la liberté d'exercer les pratiques cultuelles. Et pour cela, moi, je me demande, l'Arabie Saoudite, quand elle se mêle dans l'affaire de Syrie, où est la démocratie en Arabie Saoudite? Avec, bien sûr, jusqu'à maintenant, ils coupent les têtes. Jusqu'à maintenant, la dame n'a pas le droit de conduire des voitures. La Syrie a résisté depuis 5 ans. La résistance de la Syrie révèle la force et la solidité des institutions syriennes et de l'État syrien. À ce jour, elle continue de fournir les services. Les salaires sont payés à tous sans exception, et ce malgré la destruction qui touche l'infrastructure. Ceci dû à la cohésion entre ce que moi j'appelle la Trinité, la Sainte Trinité, la cohésion en Syrie, le peuple et l'armée, et le commandement, et à sa tête le président Bachar el-Assad, qui est le symbole de l'unité et de la souveraineté et de l'indépendance de la Syrie, et bien sûr et aussi grâce à l'appui des pays amis tels que la Russie. Le train de la solution politique de la crise syrienne a débuté grâce à la clarté, à la force, à l'intégrité des vrais amis de la Syrie et à leur tête la Russie. Le gouvernement syrien restera le premier à supporter et à contribuer à la réussite du dialogue à Genève pour arriver à une solution politique tant attendue en collaboration avec les partenaires internationaux sérieux. Dans la dernière réunion des pourparlers, vous vous rappelez bien de Genève, comment la délégation, la position de Riyad, avant le dernier pourparler, il est arrivé 2 jours après le début de ces réunions, parce qu'il avait des instructions de ne pas participer à ces pourparlers. Et dans le dernier pourparler, il a quitté 2 jours avant la fin de cette séance. Avant de partir, il a donné, les membres de cette délégation, qu'ils ont des liens avec les terroristes sur le terrain, ils ont donné le feu vert aux terroristes de commencer de lancer des roquettes et des bombes sur les quartiers civils. Et le plus, le cible, c'était Alep. Alep, malheureusement, a beaucoup souffert. Il a reçu des milliers de roquettes. Il y avait des trentaines et des dizaines de martyrs, des victimes, des 160, 200 blessés, même plus dans une seule journée. Donc c'est qu'on est pour avoir une idée avec qui nous vivons en Syrie. Les États qui continuent à soutenir le terrorisme et les terroristes, ils fournissent les aides comme les États régionaux, surtout Israël, Jordanie, la Turquie, alors que, à cause de leur soutien, on voit le terrorisme qui s'est répandu et atteint l'Europe, comme nous avons prévenu que le terrorisme n'a pas de frontières. Et on a tous vu ce qui s'est passé ici en Belgique et avant c'était en France. Il y a 3 terroristes, ils ont pu fermer l'aéroport de Bruxelles 2 semaines. Vous voyez? Imaginez-vous en Syrie, il y en a des milliers de terroristes, avec ces milliers qui sont soutenus, les frontières sont ouvertes, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire en Syrie? Jusqu'à maintenant, la Syrie est debout, jusqu'à maintenant combattre le terrorisme,
et il va arriver, on espère tous, d'y arriver. Actuellement, tout le monde a intérêt commun à éliminer le terrorisme. Il faut unir les efforts et coopérer dans tous les domaines sécuritaires, juridiques et politiques. Il ne faut pas seulement au niveau sécurité, il faut avoir une coopération politique parce qu'il constitue la parapluie qui couvre n'importe quelle coopération. Et appliquer les résolutions du Conseil de sécurité pertinentes et punir les pays qui continuent de financer, d'armer et de faciliter l'entrée des terroristes en Syrie. Je voudrais signaler ici un grand danger. Et ce danger ne menace pas la Syrie, il menace toute l'Europe. Il s'agit de la pensée, la doctrine wahhabiste takfariste, que l'Arabie saoudite soutient, finance et répand. C'est une idéologie sanguinaire qui nie l'autrui et cherche à détruire les civilisations et les cultures de n'importe quel pays. L'Arabie saoudite, et ça le plus important, édite et distribue des livres, et surtout parmi les jeunes qui répandent cette idéologie. Il y a aussi les chaînes de télévision. Il y a à peu près, dans la langue arabe, il y a 98 chaînes religieuses. On peut compter à peu près 90 chaînes qui diffusent des messages de haine et de rancune. La Syrie est résolue à combattre le terrorisme et elle le fait à la place du monde. Elle continuera à poursuivre les terroristes jusqu'à leur élimination définitive, ainsi de nettoyer la Syrie de tout terroriste étranger, et à œuvrer pour le retour de la Syrie comme auparavant, souveraine, indépendante, unie, et à continuer le dialogue politique et à participer à tous les pourparlers qui peuvent conduire et arrêter la mort et l'écoulement, comme j'ai dit, du sang. Pour la Syrie, la vision nationale de la solution politique et pour l'esprit de la période de transition se basait sur la formation d'un gouvernement d'union nationale prépare une nouvelle constitution et de nouvelles élections, soit parlementaires, soit présidentielles. Seul le peuple syrien, et c'est un message pour tout, on adresse ça pour tout le monde, seul le peuple syrien a le droit de choisir son président, son parlement et sa constitution. À cet effet, les déclarations du groupe international pour soutenir la Syrie, de Munich ou de Vienne, et la résolution du Conseil de sécurité numéro 2254 soulignent avec instance et fermeté que le peuple syrien décide de l'avenir de la Syrie et ce par un dialogue intra-syrien sans intervention extérieure. Tous les documents internationaux qui ont été émis pour traiter la situation en Syrie ont insisté sur l'unité du territoire et du peuple de la Syrie et sur son indépendance et sa souveraineté et à l'intégrité de son territoire. Nous, on insiste sur ce fait-là, peut-être, parce que pour nous, comme on dit, c'est une ligne rouge. On n'accepte pas la négociation avec la souveraineté et l'intégrité du territoire syrien. Le cœur de la crise syrienne sont les terrorismes et le groupe terroriste soutenu par des pays régionaux et arabes qui œuvrent à la réalisation de villes agenda politique qui consiste en le morcellement de l'État syrien et en sa chute, et non pas en la chute d'un régime politique ou d'un chef d'État. Une part essentielle de la tragédie que vit le peuple syrien ne provient pas uniquement du terrorisme et de ses soutiens des pays connus, mais aussi à cause du siège et des sanctions illégales imposées à la Syrie par des pays régionaux arabes et européens. Sur le plan humanitaire, l'État syrien estime à sa juste valeur les positions des pays de l'Union européenne en ce qui concerne l'accueil de réfugiés syriens. Néanmoins, les valeurs humaines
que proclame l'Union européenne doivent transfigurer de manière claire au travers de l'aide au gouvernement syrien pour ramener la paix, la stabilité et débuter la reconstruction et aider le peuple syrien à demeurer dans son pays, d'après quelques interventions dans ce contexte. Ce qui est demandé à l'Union européenne est d'adopter la politique plus sage vis-à-vis à la crise syrienne. Le gouvernement islamiste radical du Parti Justice et Développement en Turquie a profité de la question des réfugiés syriens pour faire chanter l'Union européenne, pour réaliser un agenda politique qui nuira un jour à la sécurité, au futur et à la composition démographique des pays de l'Union européenne. Le premier pas qui est demandé au gouvernement européen aujourd'hui est d'être prêt à fournir l'aide réelle pour diminuer la souffrance du peuple syrien, et ce par la levée de toutes les sanctions et des décisions unilatérales qui lui sont imposées. Deuxièmement, c'est exercer une sorte de pression contre les États, sur les États qui soutiennent le terrorisme, comme l'Arabie Saoudite, Qatar et la Turquie. Et moi, je pose ici une question. Est-ce que les gouvernements européens courent derrière l'Arabie Saoudite ou les pays de Golfe pour des intérêts économiques? Est-ce que vraiment il y a des intérêts de ça? Et on voit de l'autre côté comment il y a le menace qui déstabilise tous les pays européens. C'est une question, je le vois, très importante.